The broadcast is now starting. All attendees are in listen-only mode. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue à ce nouveau Good Morning Market. Nous sommes le mardi 24 mars 2020. Et donc hier, les actions américaines n'ont pas réussi à se redresser malgré l'annonce par la Fed de ce fameux hélicoptère monétaire, hélicoptère monnaie, donc la Réserve fédérale américaine qui annonce un QE illimité, quantitative easing. Dans ce contexte-là, le S&P 500 a clôturé en baisse de 2,93%, hein, malgré cet hélicoptère monétaire, un hélicoptère monétaire hein, qui a créé une bougie verte hein, en intraday en H1 qui a très vite été retracée. Donc le S&P 500 qui a clôturé en baisse de 2,93%, le Dow Jones quant à lui a clôturé en repli de 3,04%, le Nasdaq a reculé de 0,27%. À noter que le Sénat américain n'a toujours pas donné son accord sur le plan de sauvetage du coronavirus, mais il y aurait des progrès visiblement. Nous allons nous intéresser à présent aux indices de la zone Asie-Pacifique. On a pu observer un améliorement donc du sentiment en Asie, le sentiment en Asie qui s'améliore, les indices en territoire positif avec un Nikkei qui clôture en hausse de 7,13%, en Australie le S&P ASX 200 qui a gagné 4,17%, le Kospi coréen qui se négocie à plus de 7% et le Hang Seng en hausse de 4%. Alors à noter hein, que l'on peut constater une hausse des cas d'infection au coronavirus. Hein. On atteint 381 761 personnes infectées. Le nombre de décès a dépassé les 16 500. Le nombre de personnes guéries a dépassé les 100 000. Alors donc à noter également que les nouveaux cas et les nouveaux décès en Italie ont diminué au cours des 3 derniers jours. Et le Premier ministre Boris Johnson a annoncé donc le confinement du Royaume-Uni. La Corée du Sud va mettre en place un fonds de stabilisation des actions dans le cadre des mesures d'aide. Le Canada introduira de nouveaux moyens permettant d'augmenter les dépenses et les impôts sans avoir besoin de l'approbation du Parlement. Et au Japon, on a pris connaissance des indices PMI du mois de mars qui ont montré une chute du secteur manufacturier de 47,8 à 44,8 points. L'indice des services, quant à lui, est passé de 46,8 à 32,7 points. Ça, on va le détailler. Hein. C'est vraiment le focus du jour sur concernant le calendrier économique. En Australie, l'indice de confiance des consommateurs du mois de mars a montré que l'industrie manufacturière a chuté de 5,2 à 5,1 points et que l'indice des services a baissé de 49 à 39,8. À noter que les dirigeants du G20 tiendront une vidéoconférence jeudi pour discuter de l'épidémie du coronavirus. Donc voilà concernant la revue économique et financière du jour. On va parler de ce fameux hélicoptère monnaie. Donc hier, on a parlé donc du whatever it takes, quel qu'en soit le prix, quoi qu'il en coûte. C'est la réponse hein, des banquiers centraux et des gouvernements. Alors on va détailler une de ces réponses, cette hélicoptère monétaire. On va en parler. On va parler un peu de théorie, la théorie keynésienne notamment, pour voir est-ce que cela est suffisant, est-ce que cela est efficace au vu donc de la situation actuelle. Alors ce fameux hélicoptère monnaie, donc c'est quoi? On va le détailler, c'est 300 milliards de dollars d'aide pour soutenir le flux de crédit aux employeurs, aux consommateurs et aux entreprises. C'est un achat sans limite de bons du trésor et de titres adossés à des créances hypothécaires, en parenthèse MBS, hein, c'est comme ça que l'on appelle donc ces titres adossés à des créances hypothécaires. L'achat d'obligations d'entreprises de première qualité et la prochaine mise en place d'un programme de prêt aux petites et moyennes entreprises et aux collectivités locales. Alors, donc c'est la réponse hein, de la politique économique au coronavirus et ça ressemble énormément à la réponse que nous avons eue lors de la dernière crise financière en 2008. Hein. Donc, ce sont des réponses qui semblent calquées hein, visiblement avec notamment la banque centrale, des banques centrales qui ont réagi en fournissant des liquidités au secteur privé par le biais de lignes de swap avec les banques d'achat et donc du papier commercial également auprès des entreprises. On a abaissé le coût de l'argent par des réductions de taux.
Tout cela, on a pu bien entendu le constater, et des mesures d'assouplissement quantitatif. Alors les gouvernements de leur côté annoncent également, comme en 2008, des mesures fiscales importantes qui devraient permettre aux entreprises donc, et aux ménages d'obtenir des liquidités. Donc c'est une injection directe de liquidités aux entreprises et aux ménages. Alors par exemple, hein, cette mesure du gouvernement allemand, le gouvernement allemand qui promet 100 milliards d'euros, soit 3% du PIB du pays, les États-Unis qui sont toujours dans l'attente de la validation de son plan de relance, validation de la part du Sénat. Le Sénat qui n'a toujours pas validé pour le moment. Donc visiblement, des mesures qui sont calquées à la crise de 2008. Le problème, c'est que cette crise est très différente hein, de ce qui s'est passé, en 2008 ou même en 1929. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'en 2008, c'était un choc de demande classique qui a été causé principalement par la perte de confiance dans le secteur bancaire. Donc un choc de demande classique, il faut noter que en cas de choc de demande, les outils budgétaires et monétaires doivent être utilisés de manière agressive, et ce pour rétablir la confiance d'une manière générale. Ça permet de stimuler les agents. Il faut noter hein, cependant que ce fameux coronavirus, cette crise du coronavirus est très différente de ce que l'on a vécu en 2008, hein, et encore une fois même en 2009. Donc 2008, nous l'avons dit, c'est un choc de demande classique causé par une perte de confiance. Aujourd'hui, c'est totalement différent. Il s'agit tout d'abord d'un choc d'offres qui se répercute par la suite sur la demande. Donc au départ, les consommateurs ne sont pas tenus à l'écart des magasins et des restaurants parce qu'ils ont une crise de confiance ou ils ont des inquiétudes quant aux perspectives économiques futures, mais parce que le gouvernement les a confinés. Hein. Donc c'est très très différent. On annule les vacances. Ce n'est pas justement pour consolider ses finances parce qu'on n'a pas suffisamment de moyens, mais c'est parce que les gouvernements ont fermé les frontières. Et si les travailleurs sont licenciés des usines aujourd'hui, ce n'est pas parce qu'il y a trop peu de commandes, ce n'est pas par un manque de commandes, mais c'est parce que les employeurs s'inquiètent de ce coronavirus, et donc on a un confinement et des fermetures d'usines et d'entreprises. Donc c'est très très différent. Ce choc qui est dû au coronavirus est très différent des précédents chocs. Il faut noter également que le chômage partiel également, hein, le chômage de masse provoqué par ces mesures entraînera une chute spectaculaire par la suite de la demande globale. Donc c'est un choc extrêmement différent. On peut assister également à une accumulation de liquidités comme précédemment par les ménages et les entreprises. Hein. Mais tout cela correspond à un impact secondaire, à une réponse de second ordre, à un choc de premier ordre sur l'offre globale. Alors on va essayer de clarifier tout cela, on va voir un petit peu de théorie pour mettre tout cela au clair, on va voir les différentes réponses. Ce qui est inquiétant à l'heure actuelle, c'est que les décideurs politiques et même certains chercheurs pensent que la solution réside dans la stimulation massive. Et ça, c'est extrêmement inquiétant parce que c'est vraiment la base de l'économie. On va parler de la théorie keynésienne et on va s'intéresser à tout cela ensemble. Donc, nous allons avoir deux situations, nous allons avoir deux courbes différentes. Alors, ce que l'on va faire aujourd'hui, on va voir les deux scénarios, on va voir ce qui s'est passé concrètement suite à ce coronavirus d'un point de vue de l'offre et de la demande, et on va essayer de jauger l'impact de ces mesures fiscales et monétaires sur notamment la demande et notamment sur les prix. Donc nous étions dans une situation avec une offre et une demande. Avec l'offre est égale à S1, la demande est égale à D1. Donc on avait des revenus. Ici, cette ligne représente les revenus. Income, cette ligne représente les prix. Price. Donc nous avions S1 et D1 avec un niveau de revenu en I1, un revenu de prix en P1. Alors ce coronavirus, donc son impact premier, ça a modifié l'offre. Tout d'abord, une offre qui est devenue inélastique. Et donc l'offre qui s'est placée en S2. On est passé de S1 en S2. Donc ici, ce que ça change,
L'offre est simplement inélastique, mais cela a conduit également à une baisse de la demande. On est passé de D1 à D2, pardon. Donc concrètement, ce qui va nous intéresser maintenant, c'est le croisement de D2 et de S2. Ce que l'on peut constater, c'est que nous aboutissons donc à une baisse des prix. On est passé de P1 à de P2. Et bien entendu, hein, cette modification de l'offre a également entraîné une baisse du revenu. On est passé de I1 à I2. Souvenez-vous, lorsque l'offre était en S1, notre revenu était en I1. Notre offre est devenue verticale, on est passé en S2, donc le revenu est passé à I2. Donc une baisse du revenu et on a baissé également la demande, ce qui a entraîné une baisse des prix. Donc c'est déflationniste dans ce cas-là. On va voir ici le second graphique. Dans le second graphique, on va essayer de comprendre l'impact de la relance fiscale et monétaire et voir si quel impact cela va avoir au final. Donc concrètement, on revient sur notre raisonnement de départ. Alors à la base, nous sommes en S1 et D1, une offre 1 et une demande 1. Donc nous avons un revenu I1 ici. Donc en bas, c'est toujours les revenus, à gauche, c'est toujours les prix. Nous avons eu par la suite un premier choc de demande, bien entendu l'offre qui est toujours inélastique, un choc de demande. On est passé à D2, donc cela entraîne une perte en income, en revenu, on passe en I2. En revanche, c'est déflationniste, c'est ce qu'on a vu ici, on passe de P1 à P2. Ensuite, on a ce stimulus fiscal et monétaire, les relances budgétaires, les relances monétaires également, ce qui nous permet de placer notre demande globale, donc D2, en D3. Et donc ici, en plaçant en D3 avec une offre inélastique, c'est inflationniste. On passe à P3. Donc on est passé de P1 à P2 à P3. Pourquoi? Car l'offre est inélastique. S2 est verticale. Donc ce choc, ce stimulus fiscal et monétaire qui nous a permis de passer de D2 en D3 a été inflationniste car on est passé de P2 à P3. Alors, ça nous aurait permis de revenir à P1 si et seulement si S1 avait été inchangé. Dans ce cas-là, regardez le croisement entre S1 et les différentes courbes de demande, D2 et D3. On passe de D2 à D3. C'est beaucoup moins inflationniste. Ici, on aurait été à un niveau de prix ici. En revanche, vu que l'offre est inélastique, c'est inflationniste. Et donc voilà les craintes qui pèsent actuellement sur ces différentes mesures et leur réel impact. Donc j'espère que c'est clair, j'ai essayé de faire ça très rapidement, j'ai vulgarisé, c'est la théorie keynésienne et l'une des principales hypothèses est que l'offre doit être élastique. Nous sommes dans une situation où l'offre est inélastique, donc S2 est verticale et donc ces mesures sont simplement inflationnistes.
Donc, on résume sur le graphique 1, une courbe de demande qui s'est déplacée vers la gauche et qui est devenue verticale et donc inélastique, et la courbe de l'offre, pardon, et la courbe de demande qui s'est déplacée davantage vers la gauche, ce qui signifie que l'équilibre actuel est susceptible d'être légèrement déflationniste. Pour résumer le second graphique, l'effet des mesures de relance budgétaire et monétaire ramène la courbe de demande vers sa position d'avant coronavirus, mais la courbe de l'offre reste fixe. Il en résulte un niveau de prix plus élevé. Donc voilà pour cet hélicoptère monétaire, hélicoptère monnaie. Alors à présent, on a parlé de tous les stimulus. Il est important de garder à l'esprit que 75% des petites entreprises ne peuvent pas durer plus d'un mois avec un chiffre d'affaires nul. Donc donc ici vous avez la répartition hein, de tous ceux de la trésorerie dont disposent les différents secteurs pour tenir avec un revenu nul. Hein, donc 75% ne peuvent pas tenir visiblement plus d'un mois. La capacité de trésorerie médiane est à 27 jours très exactement, donc c'est ici. Et c'est pourquoi nous avons besoin de mesures d'offres sérieuses pour permettre aux entreprises de survivre à un arrêt obligatoire. Donc c'est très important de garder cela à l'esprit. L'heure est grave, c'est pour ça que les gouvernements interviennent très rapidement, que les réserves fédérales américaines également se pressent, pardon, à intervenir, et vous avez ici le détail hein, de tous les secteurs qui peuvent tenir, notamment les restaurants, vous avez le retail, la construction, et donc je vous invite à creuser plus dans le détail ce graphique, et ça vous permet donc de comprendre concrètement l'urgence de la situation. On peut douter hein, du réel impact de cet hélicoptère monétaire, de sa réelle nécessité, mais en tout cas les gouvernements, et on le dit depuis très longtemps, doivent intervenir en urgence afin d'éviter le pire. Alors à présent, donc on va faire un point sur le gold. On a parlé du gold lors d'un webinaire spécial qui a duré 1 heure. Visiblement, notre vision se confirme actuellement, et Goldman Sachs avertit que sur l'or, nous avons très certainement atteint un point d'inflexion, donc un moment où l'or repart en territoire positif, et c'est Goldman Sachs qui nous alerte ce matin. Il faut noter, hein, on va s'intéresser à 2008, c'est ce qu'on fait depuis très longtemps, on fait des parallèles avec 2008. En 2008, nous avons eu donc une vague de réduction, d'abaissement de taux de la part des banquiers centraux. C'était à ce moment-là. L'or n'a pas réagi dans l'immédiat. Donc, et les indices également. On peut constater que les indices et le gold ont poursuivi en territoire négatif. Et ce n'est que seulement au bout d'un certain moment que l'on a eu une réaction du gold. Ici, le gold est représenté par la ligne noire, les indices par la ligne rouge. Les indices ont réagi en plein milieu de toute cette période d'intervention avant de se replier par la suite. Le gold a également réagi en milieu de cette période d'intervention des banquiers centraux pour poursuivre vers un rallye haussier. Donc Goldman Sachs nous alerte simplement de par ce point d'inflexion que nous retrouvons ici, que le gold pourrait être à ce niveau-là à l'heure actuelle. Donc le point d'inflexion a été atteint, le voici, on le retrouve ici pour 2008, et Goldman Sachs nous alerte, hein, ce point d'inflexion pourrait être atteint pour le gold. On va aller plus loin, on va essayer de constater ici graphiquement. Veuillez m'excuser, on va essayer de constater encore une fois graphiquement ce qui s'est passé en 2008 suite aux interventions de la Réserve fédérale américaine. Vous avez le gold en bleu foncé, nous avons donc le S&P 500 en gris, et on peut constater encore une fois graphiquement qu'effectivement ces interventions de la Réserve fédérale américaine, notamment concernant la liquidité du dollar. Je vous renvoie d'ailleurs au webinaire sur le gold pour plus de détails hein, concernant cette demande de liquidité et aux interventions de la Réserve fédérale américaine. Et donc tout cela en 2008 avait entraîné un rallye haussier sur le métal précieux, sur le gold. Donc cela vient confirmer notre précédent webinaire il y a quelques jours concernant le gold.
Donc voilà pour l'or, une petite précision. Ceux qui ont déjà vu le webinaire sur le gold comprennent, hein, c'est une confirmation de tout ce que nous avons dit et une confirmation de Goldman Sachs. Alors aujourd'hui, alors depuis un certain moment, on met de côté le calendrier économique et aujourd'hui c'est le grand retour visiblement de notre calendrier économique. Pourquoi? Car c'est le retour des PMI et plus particulièrement des PMI qui devraient prendre en compte l'effet du coronavirus. Dans quelques minutes, hein, il est 9h28 lors de l'enregistrement et ça devrait être catastrophique. On prendra connaissance donc des PMI flash en Allemagne. À 10h, ce sera les PMI en zone euro. À 10h30, PMI au Royaume-Uni. Et à 14h45, les PMI aux États-Unis. On va donc en profiter car le PMI en Allemagne, nous allons en prendre connaissance dans 2 minutes très exactement. Donc on en profite pour passer de ce pas à la plateforme Xstation 5. Alors sur la plateforme Xstation 5, il est important de noter d'un point de vue marché, les configurations sont différentes, que ce soit concernant les indices américains ou les indices européens. En Europe, on est quelque peu bullish. On peut constater ici sur le DAX une épaule tête-épaule. D'ailleurs, la tête de d'une épaule tête-épaule inversée, pardon. D'ailleurs, la tête de cette épaule tête-épaule inversée est elle-même une figure chartiste complexe. C'est une épaule tête-épaule inversée complexe avec 2 épaules à gauche, 2 épaules à droite. Et donc cette épaule tête-épaule complexe fait partie. Donc voilà le TE complexe. Cette TE complexe fait partie d'une ETE plus large. Donc c'est pour cela qu'aujourd'hui, visiblement, ça semble haussier pour les indices européens. Mais prudence, hein, on pourrait ne pas valider cette figure. En tout cas, nous avons d'un côté une première épaule, et donc une tête, cette tête qui correspond elle-même à une épaule tête-épaule inversée complexe. Et nous avons d'un autre côté une seconde épaule. Donc attention aujourd'hui en Europe, ça c'est bullish. On a franchi la ligne de coup, une ligne de coup qui correspond grosso modo au palier de SSB. Je remarque une hausse de la volatilité. On vient de prendre connaissance très certainement des PMI flash en Allemagne. Et donc ça a l'air d'être supérieur aux attentes, hein, visiblement. Le PMI flash en Allemagne pour le mois de mars est ressorti à 45,7, 39,9 était attendu. Donc là pour le moment nous sommes en repli en direction de la ligne de coup. Donc repli, hausse de la volatilité, repli en direction de la ligne de coup. Donc là j'ai les chiffres complets. Donc PMI manufacturier ressorti à 45,7, on s'attendait à 39,9. Précédemment, on était à 48. Concernant les services, on est ressorti largement en dessous des attentes, 34,5. Le consensus tablé pour 43. Précédemment, on était à 52,5. Donc le market composite, le composite est à 37,2. On s'attendait à 41,0. Précédemment, on était à 50,7. Donc globalement, c'est mauvais, surtout d'un point de vue des services. Donc pullback en direction de la ligne de coup, mais c'est un pullback tout à fait normal. Donc prudence à cette épaule tête-épaule inversée avec une tête qui est elle-même une épaule tête-épaule complexe inversée. Donc pour le moment, ça pourrait être haussier suite à cet hélicoptère monétaire de la Réserve fédérale américaine. Donc attention, en revanche, si on réintègre, si on refranchit la ligne de coup pour se replacer, pour aller chercher à tester la Kijun, les perspectives seraient clairement baissières. Alors donc des perspectives qui pourraient être haussières en Europe, on l'a vu au vu du DAX en données intraday, en données H4 également, c'est beaucoup plus visible, cette ETE inversée, cette
ETE inversé avec une ligne de coup qui correspond à un palier de Tenkan et un palier de Kijun, mais ce qui nous rassure ici, ce qui vient nous dire que peut-être cette ETO inversée ne sera pas validée, c'est qu'on a une très grosse résistance. On a notre nuage H4 ici qui pourrait rejeter les prix en dehors du nuage en direction de la Tenkan puis de la Kijun. Donc des données intraday qui plaident pour une hausse, notamment une ETE inversée. En revanche, en H4, on constate une grosse résistance et donc notre nuage. Nous avons d'ores et déjà testé la Tenkan en données journalières ici sur le DAX allemand. Sur le CAC 40 également, nous avons testé la Tenkan. En données intraday, nous sommes en train d'invalider le franchissement de cette zone de résistance. On pourrait se replacer en dessous des 4000. À partir de ce moment-là, les perspectives seraient à nouveau baissière. Pour l'heure, tant que l'on est au-dessus de cette zone, les perspectives restent haussières. Donc, on est en train d'intégrer la zone, on est complètement neutre. En revanche, si on revient ici, intégrer à ce niveau-là, les perspectives seraient baissières à nouveau, des perspectives baissières à l'image du Dow Jones. Le Dow Jones qui, malgré l'hélicoptère monnaie de la Réserve fédérale américaine, l'hélicoptère monétaire, on peut le voir ici, un hélicoptère monétaire qui a permis au Dow Jones d'aller chercher les 19 800 sans parvenir à aller chercher les 20 000. Et donc malgré cela, les perspectives sur le Dow Jones restent baissières. Un Dow Jones qui grappille du terrain petit à petit, mais attention, un Dow Jones qui va faire face à cette résistance majeure. Il sera très difficile de s'en affranchir sans catalyseur. Il serait même impossible de s'en affranchir, surtout lorsque l'on va prendre connaissance de PMI, des PMI qui pourraient être très inquiétants. Donc prudence, des perspectives tout de même très baissières hein, aux États-Unis et haussières ici, notamment en Allemagne, dans l'attente hein, de la sauvegarde ou non de cette ligne de coup. Pour l'heure, c'est le pullback qui semble en jeu et on pourrait donc s'affranchir hein, des 9035 pour aller rapidement chercher notre Kijun. Et donc le Dow Jones, on en a profité pour en parler. Un Dow Jones d'ailleurs qui est en train d'invalider l'intégration de son nuage intraday et qui pourrait revenir ici au seuil psychologique des 19 000 et plus particulièrement sa Tenkan, voire même sa Kijun pour un retour aux anciennes lignes de force ici, lignes de force donc qui sont issues de ce N baissier. C'est principalement la ligne de force NT qui est issue de ce N baissier avec les prochains objectifs pour le Dow Jones. Pour l'heure, une sortie du nuage intraday est en cours et des perspectives qui restent baissières. On va passer à présent sur le marché d'échange hein, après cette revue intraday des indices boursiers européens, revue intraday du Dow Jones également. Alors le dollar, le biais vert qui poursuit hein, son repli, ce qui permet à l'euro-dollar de retrouver des couleurs. L'euro-dollar qui parvient enfin à s'affranchir de la ligne de force E des 1,0830 environ, pour le moment en direction des 1,09 voire les 1,0910. L'USD-CAD également qui se replie, hein, le pétrole retrouve des couleurs sauf suite à l'intervention à l'hélicoptère monnaie de la Réserve fédérale américaine, donc direction les 1,42 visiblement ici pour l'USD-CAD et l'USD-YEN hein, qui est toujours aussi volatile, qui ne parvient pas à venir tester son nuage journalier avec des mèches inférieures. Donc on prend conscience ici qu'il y a un gros support, hein, ce sont ces mèches qui nous le disent, le nuage vient nous le confirmer. Donc grosse zone de support hein, pour le moment sur l'USD-YEN qui ne parvient pas à se replier pour franchir son nuage journalier. Et le GBP-USD hein, qui s'est stabilisé après un mouvement baissier extrêmement brusque hein, pour aller chercher des plus bas de 35 ans, un câble qui est actuellement en cours de stabilisation. On va passer sans plus tarder sur le marché des matières premières et donc le gold qui retrouve des couleurs hein, et le gold en données journalières qui sort de son nuage par le haut, c'est un nuage, c'est
pardon, c'est un signal Ishimoku, cela vient confirmer hein, les recommandations de Goldman Sachs. Donc un signal d'achat ici avec une lagging span qui est venue s'affranchir de cette barrière de chandelier japonais. Donc peut-être le retour en force du gold, en tout cas c'est ce que vient de nous annoncer le journalier. Concernant les pétroles en données intraday, on est sur d'importants supports, que ce soit pour le Brent ou pour le WTI. Le support c'est cette SSB, les 27,60 $. On pourrait très prochainement hein, revenir aux alentours des 26,70 $. Alors pour l'heure, les pétroles continuent donc de profiter de cette intervention de la Réserve fédérale américaine, mais on pourrait très prochainement perdre 1 $, et le WTI également qui tente de se maintenir sur son support, sur sa Tenkan H1 aux alentours des 24,20 $. On pourra aller chercher les 23,20 $. Si cet effet Réserve fédérale américaine, si cet effet hélicoptère monnaie ne parvenait pas à se maintenir d'un point de vue général, beaucoup de volatilité sur les matières premières, peut-être même un très beau signal ici d'achat qui nous est donné par le café qui vient s'affranchir de son nuage journalier, qui pourra aller chercher les 125,70 $ très prochainement. Premier objectif, donc soit la ligne de force V, second objectif, ligne de force E à 131,15 $. Alors voilà donc pour cette revue de marché. Donc au début nous avons fait un point sur cette hélicoptère monnaie. Cela va dans le sens, dans la continuité de notre webinaire spécial coronavirus hier, whatever what it takes, quoi qu'il en coûte. Nous avons également fait un point sur le gold en parlant donc des recommandations de Goldman Sachs. Cela va dans la lignée du webinaire spécial gold. Donc on continue de vous accompagner. Les choses avancent considérablement. On a tout de même des biais qui diffèrent, que ce soit en Europe ou aux États-Unis. En Europe, nous avons un biais quelque peu haussier pour le moment, avec un biais clairement baissier aux États-Unis, et cela est dû aux indications techniques, indications graphiques. Gardez en tête cette ETE inversée sur le DAX, et gardez en tête que le Dow Jones n'est pas parvenu à rallier les 20 000 points malgré l'intervention de la Réserve fédérale américaine. Donc prudence et ayez donc des comportements différents, que vous soyez sur les indices américains ou sur les indices européens, surtout actuellement. Merci à toutes et à tous pour votre présence. Ce Good Morning Market touche à sa fin. Pour nos clients, je vous donne rendez-vous dès cet après-midi à partir de 15h15 pour le live trading. Excellente séance de trading à toutes et à tous, et à demain pour le prochain Good Morning Market. Au revoir.